Hey! Salut! Je vous avais pas vu. J'espère que ça fait pas longtemps que vous attendez. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de regarder l'histoire des jeux de société. Comme ça, on voit d'où ça vient et puis quels jeux ont marqué notre histoire. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans notre time machine et puis on va reculer jusque dans l'an moins 5000. Récemment, des archéologues ont découvert des dés datant d'il y a 7000 ans dans un tombeau dans le sud de la Turquie. Ces dés étaient construits de plusieurs matériels différents et avaient aussi souvent différentes formes. Ces formes varient entre le cube qu'on connaît aujourd'hui et même des genres de plaquettes qu'on lançait dans les airs et puis le numéro qui apparaissait, c'était le résultat du dé. Ça explique donc pourquoi le 3/4 des jeux aujourd'hui utilisent des dés, mais ça explique pas pourquoi j'arrive jamais à rouler un 6 à Dead of Winter. Le premier vrai jeu de société nous vient de l'Égypte ancienne. En effet, vers les années moins 3100, les Égyptiens jouaient à un jeu qu'on appelait Tenet. Ah, pardon. On me dit à l'oreille Senet. Je me suis trompé. Ce jeu était surtout joué par la royauté sur un plateau décoré de matériaux nobles comme de l'or, du marbre, alors que le bas peuple jouait en traçant des lignes dans le sable. Alors que plusieurs chercheurs ont tenté de déchiffrer les règles de Senet, on sait toujours pas comment jouer. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a des pions puis des dés. Ça devait être malade. 100 ans plus tard, toujours en Égypte, c'est au tour de la classe moyenne d'inventer un jeu qu'on appelle Mihan. Mihanyu. On n'est toujours pas certain des règles de Mihan, mais ce que les chercheurs croient, c'est que les pions devaient avancer vers le centre du serpent, et une fois qu'on arrivait au centre, il fallait retourner au départ. Par contre, il y avait un lion qui vous pourchassait. C'est un peu l'équivalent des vieux sketchs en noir et blanc où t'as les policiers qui courent après les criminels, puis après ça les criminels qui courent après les policiers, sauf que c'est sur le dos d'un serpent. Ensuite, on arrive au jeu de Ur. Pendant longtemps, on ne connaissait pas les règles de Ur, mais un certain Irving Finkel a réussi à déchiffrer les règles qui, comme Sniper, étaient gravées dans la roche. Pardon. Étant donné que vous pouvez encore jouer à Ur aujourd'hui, c'est considéré comme le plus vieux jeu toujours en circulation. Ur est un peu au jeu de société ce que Tetris est au jeu vidéo. C'est-à-dire un jeu qui est dépassé par la modernité, mais bizarrement qui disparaît pas. Ensuite, on arrive à l'ancêtre du fameux jeu, le backgammon, aussi connu sous le nom de Ludus Duodecim Scriptorium. On va dire que je l'ai bien dit, là j'ai pas envie de recommencer. Ce fameux nom veut dire le jeu des 12 marques. Le jeu ressemblait beaucoup à ce qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de backgammon. Ce même backgammon qui est devenu très populaire dans le second millénaire, dans plein d'œuvres d'art, comme vous pouvez voir ici. Dans les années 60, un certain prince sous le nom de Alexis Oberensky a grandement contribué à la popularité du backgammon parce qu'il a introduit des tournois internationaux qui incluaient des célébrités, de la royauté, donc tout le monde participait à ces tournois. Si vous êtes comme mon ami Mike, vous devez être en train de vous demander « Mais où sont les échecs? » Ben, on y arrive, là. Fait que calme-toi, Mike, puis arrête de m'appeler à 2h du matin pour savoir si le chevalier peut bouger en P au lieu d'en L. Je sais pas, moi, j'ai ça, les échecs. Puis, hey, il est 2h du matin. Donc, le Ludus Latrumcum, machin, truc, c'est un jeu qui était joué dans l'Empire romain. Et puis, c'est le premier exemple qu'on a de jeu de stratégie militaire. Ces mêmes stratégies militaires qui seront recyclées dans des jeux comme les échecs. En gros, le but du jeu, c'était d'entourer la pièce de votre adversaire avec 2 des vôtres pour l'éliminer du jeu. Donc là, on va sauter 1000 ans dans le temps et puis on va arriver en Chine où on y découvre un jeu qui est encore joué aujourd'hui par plus de 60 millions de personnes autour de la Terre. On parle ici du Go. Si vous avez regardé n'importe quel film qui se passe en Chine ou qui a des Chinois, il y a de bonnes chances que le gros stéréotype, c'est qu'ils jouent au Go. Dans ce jeu, les joueurs posent une pierre sur une grille dans le but d'essayer de prendre le plus de place possible sur le tableau tout en éliminant des pierres de votre adversaire. En 2016, une nouvelle version de ce jeu a vu le jour, mais avec un thème de Pokémon. La seule différence, c'est que dans Go, le but, c'est d'occuper le plus d'espace possible tout en éliminant votre adversaire, alors que dans Pokémon Go, le but, c'est d'occuper le plus de lieux sacrés tout en éliminant votre dignité. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait croire que les jeux de société, c'est destiné aux enfants, à l'époque, c'était surtout destiné aux adultes. Puis plus le temps avançait, plus on commençait à avoir des jeux qui étaient justement destinés aux enfants. Un exemple très connu, c'est celui du serpent et des échelles. À la base, c'est un jeu indien qui s'appelle Mokshapatam. Même si c'est un jeu qui est basé purement sur de la chance puis sur rouler des dés, les Indiens utilisaient ce jeu pour apprendre la moralité à leurs enfants. En effet, la progression des joueurs dépend de vertus, les échelles, ou de vices, les serpents. Le serpent, j'ai vraiment l'impression que c'est le bad boy des animaux. Donc on arrive enfin aux échecs, mais pas avant de passer par son ancêtre norse, le F999, en 500, et puis son ancêtre indien, le Chaturanga, en 550. Ces deux jeux ont des éléments qui peuvent s'apparenter aux échecs et qui, encore une fois, sont basés sur des stratégies militaires.
À la base, les échecs, ça représentait une façon distinguée de passer son temps et on associait souvent ça avec l'intelligence et puis la haute culture. Et puis aujourd'hui, on associe ça à se faire réveiller à 2 h du matin. Même si les origines des dames sont plus anciennes, la version qu'on connaît tous aujourd'hui nous vient de l'an 1100 lorsqu'un Français décida que le jeu se jouerait beaucoup mieux sur une grille d'échecs, donc plus grand que la version de base. Et puis voilà, succès, on a tous la version des dames qu'on connaît aujourd'hui. Dans ces mêmes années-là, à peu près une vingtaine d'années plus tard, on voit l'émergence de jeux sur des tuiles représentant les faces d'un dé. Ces tuiles étaient surtout utilisées dans des salons de paris chinois. Et puis aujourd'hui, les dominos sont universels et même les jeux de dominos font partie des jeux nationaux de certains pays des Caraïbes. Now you know! En Chine, jusqu'en 1880, on jouait surtout aux échecs ou au Go, mais il y a un jeu qui va arriver pour détrôner ces deux derniers. Le Mahjong devient soudainement le jeu du moment. En 1905, donc 25 ans plus tard, on commence même à l'introduire aux Japonais et aux Coréens. Le Mahjong a une histoire assez tendue avec le gouvernement chinois. Par exemple, au début du 20e siècle, le gouvernement voulait que ce soit que la haute société qui jouait au Mahjong, de peur que le bas peuple ne développe des capacités intellectuelles grâce à ce jeu. Après la révolution communiste de 1940, le gouvernement a banni le jeu parce qu'on prétendait que ça encourageait les paris puis le gambling. Cette interdiction est en place pendant 45 ans, jusqu'à ce que le gouvernement autorise de nouveau le Mahjong en 1985. Vous voyez les jeunes, il n'y a pas que GTA qui est controversé dans les jeux. The Landlord's Game, le jeu des propriétaires. En 1903, Lizzie Magie a inventé un jeu qui consistait en une piste carrée avec des propriétés que l'on pouvait acheter. Le plateau de jeu avait 4 voies ferrées, 2 services publics, une prison puis une case que quand les joueurs y passent, ils font 100$. Ok, il y avait peut-être pas un petit pion en forme de fer passé qui créait plein de disputes dans les familles parce que, on va se le dire, c'est de loin le meilleur pion. Mais oui, on parle quand même du Monopoly. La version du jeu que nous connaissons tous nous vient en 1933, alors que les Parker Brothers ont acheté le jeu et puis ont tout de suite tout fait pour qu'on oublie le nom de Lizzie Magie. Yay! Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un joueur de piano nommé Anthony Pratt se donnait en spectacle dans plusieurs manoirs où l'on faisait des soirées meurtres et mystères. En observant toutes ces personnes jouer à un jeu de grandeur nature, il trouva une façon d'incorporer tous ces éléments dans un jeu de société qu'on nomma Murder! Il finira par vendre cette idée aux mêmes Parker Brothers qu'on a vu avant, et puis eux vont décider de changer le nom du jeu à Clue en Amérique et puis Cluedo en Angleterre. Grâce au succès du fameux Dungeons & Dragons, on voit de plus en plus de jeux de rôle. Et le succès de ce jeu réside vraiment dans la façon de jouer à ce jeu. C'est-à-dire qu'on y jouait à ce jeu avec un papier, un crayon, un dé, mais surtout avec son imagination. Donc les possibilités sont illimitées! Aujourd'hui, Dungeons & Dragons est un des jeux de rôle les plus populaires au monde, et en plus, ils ont vu leur popularité grandir avec l'apparition de ce jeu dans la très populaire série Netflix Stranger Things. En 1978, une petite remise de prix en Allemagne va venir changer le visage des jeux de société à jamais. Le Spiel des Jahres, que je vous ai déjà parlé dans ma vidéo des Eurogames, c'est aussi surnommé l'Oscar des jeux de société. C'est une cérémonie de prix où on attribue le prix du meilleur jeu de l'année. Depuis des années, à chaque fois qu'un jeu gagne le Spiel des Jahres, c'est sûr que les ventes et puis l'intérêt public va monter comme ça, et puis tu vas te retrouver avec des gens qui achètent des jeux juste parce qu'il a gagné le Spiel des Jahres. Même si des fois, il y a peut-être des jeux qui ne méritaient pas vraiment. C'est devenu tellement populaire que maintenant, ils ont même 2 nouvelles catégories, dont le prix des critiques, ce qui est un peu un jeu plus stratégique en général, et puis même les jeux pour enfants. On s'approche de plus en plus du présent et on est en 1993 où un certain docteur Richard Garfield va inventer une nouvelle façon de jouer aux cartes. Ce jeu encourage les joueurs à collectionner des cartes afin d'améliorer leur deck pour anéantir leur adversaire. Je parle bien ici du jeu Magic the Gathering. Un jeu qui se joue encore dans de nombreux pays au monde. Et en plus, il y a certaines cartes rares qui se vendent pour des milliers de dollars sur des sites d'enchères en ligne. Fait que c'est encore super popular. Nous voilà maintenant en 1995 où un petit Mathieu s'apprête à aller à l'école, mais plus important encore, où il y a la sortie de les colons de Catan. Comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les Eurogames, la montée en popularité de Catan a aidé le monde ludique à sortir de tous ces jeux de chance comme le Monopoly, Risk, etc. Donc autant que j'ai pas été gentil dans ma critique du jeu Catan, je dois rendre à Catan ce qui appartient à Catan, c'est-à-dire justement la montée de ces Eurogames qui ont peuplé la Terre. En parlant de jeux qui nous ont introduits au monde des jeux de société, mettez-moi donc dans les commentaires quel jeu vous introduit vous à ce monde de collectionner des jeux de société. Et puis voilà, maintenant on est à la fin de notre timeline dans les années 2000 et plus. Et puis depuis les années 2000, on a vu plusieurs facteurs contribuer à l'avancement des jeux de société, surtout quand on pense à l'Internet.
Par exemple, le site Board Game Geek, qui est un peu la base de données des jeux de société, où on peut trouver des listes des meilleurs jeux selon la catégorie, puis on peut aussi trouver les avis de certaines personnes qui sont passionnées de jeux comme vous. Il y a aussi eu l'arrivée de Kickstarter en 2009, qui a un peu propulsé cette idée de n'importe qui peut créer des jeux. À ce jour, même encore aujourd'hui, une des sections les plus recherchées sur Kickstarter, c'est justement celle sur les jeux de société. Donc on voit que c'est encore quelque chose qui joue un gros facteur dans les jeux de société. Il y a certains futurs classiques comme Gloomhaven ou Scythe qui nous viennent justement de Kickstarter. Récemment, on a aussi vu l'émergence de toutes les chaînes YouTube qui contribuent à mettre en avant les jeux de société. Que ce soit en servant de tutoriels, de unboxing ou simplement pour mettre des jeux en valeur. Comme cette chaîne. Voilà, c'est tout pour moi et puis pour ce timeline sur les jeux de société. J'espère que vous avez appris quelque chose et puis si vous voulez en savoir plus, je vais mettre le lien dans la description vers des sites que j'ai utilisés pour faire la majorité de mes recherches. Et puis encore une fois, merci pour tous vos likes, vos subscribes et puis vos shares. Chaque petit geste que vous faites, ça m'aide à agrandir cette chaîne. Donc merci. Et puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de On joue-tu à ça?